Saha Shribatkoum, bonsoir à toutes et à tous. Il est 20 heures à Tunis, 21 heures à Barcelone et 19 heures à Bamako. C'est notre quatrième café express du printemps de l'engagement solidaire de Darès, Marhaba Bikoum. Nous ferons, comme d'habitude, un balayage de l'actualité de l'économie sociale et solidaire en Tunisie avec Sarah Benbouyahia. Bonsoir Sarah, Saha Shribtek. Et à Bonsoir. l'international avec Roderick Egal. Bonsoir Roderick, Salut. qui sera par ailleurs co-animateur avec moi sur ce format. Salut. L'invité de la rédaction de ce soir est Monsieur Madani Koumaré. Il va nous rejoindre un peu plus tard. Mais sans tarder, nous allons commencer ce soir par les actualités d'Arès et plus précisément avec la session du sommet européen de l'économie sociale consacré à la Méditerranée qui se déroulera du 26 au 27 mai. Il sera virtuellement accueilli par Darès Tunisie. En effet, nous voudrions faire de Darès le 26 mai le centre névralgique de la Méditerranée de l'économie sociale et solidaire. Roderick, tout ceci est bien ambitieux. C'est un signal bien fort. Veux-tu nous en dire plus, nous en parler de manière un peu plus précise? Oui, Sonia, il peut le faire. On avait déjà évoqué le sujet à demi-mot lors de précédentes émissions. Mais c'est vrai que cette conférence de Mannheim en Allemagne, qui pour des raisons qui n'échapperont à personne, Covid, finalement ne pourra pas se tenir en présentiel, mais se fera totalement en virtuel, via une plateforme technologique de celles qui prolifèrent en ce moment. Il y a quelque chose qui a beaucoup occupé côté Europe depuis maintenant près de 2 ans, puisqu'il était question originellement de faire une très grosse conférence européenne de l'économie sociale au mois de novembre dernier. Et puis, comme plein d'autres choses qui se sont annulées pendant l'année 2019, il a d'abord été décidé de la... Alors, on parlait de 1800 participants, 80 ateliers, tout ça donc en Allemagne, hein, sous la présidence allemande de l'Union européenne. Donc, après la conférence de Strasbourg en 2014, c'était très certainement la conférence la plus ambitieuse qui était programmée par un pays européen sur l'économie sociale. Et puis Covid, donc ça a été reporté de 6 mois, à la fin du mois de mai donc 2021. J'ai peut-être dit 19 avant, c'était une erreur, c'était prévu pour novembre 2020. 2021, avec l'espoir, là encore, que ça pourrait être physique, puis hybride, puis donc à l'arrivée virtuelle une fois de plus, et avec donc un format un petit peu comprimé. Il y aura quand même entre le 26 et le 27 mai, donc très bientôt, dans 3 semaines, 80 ateliers en séquentiel, en parallèle, des plénières, des ateliers, en veux-tu, en voilà. Ce seront donc 80 thèmes qui seront traités pendant ces 2 jours. Et nous-mêmes, c'est-à-dire Yesmen, mais c'est aussi Darès, auront l'occasion d'organiser une session méditerranéenne, très exactement le 26 mai, à 15 heures Allemagne, donc je vous laisse faire le calcul, ça sera 14 heures Tunisie, 13 heures UTC, et pendant 1h30, nous allons avoir un gros paquet d'invités institutionnels, acteurs de différents pays, de différents continents, et ça sera un moment important pour l'économie sociale européenne, pour l'économie sociale internationale, pour l'économie sociale méditerranéenne. Et le contexte a fait que nous allons pouvoir organiser cette séquence méditerranéenne depuis Tunis et depuis Darès. Ce qui, pour une conférence européenne organisée par l'Allemagne, est plutôt sympa. Et ça permettra donc, tout ça sera bien sûr virtuel, hein, mais nous allons de ce fait mettre un focus particulier, un coup de projecteur sur l'actualité tunisienne et bien sûr sur le reste de l'actualité méditerranéenne.
On va pas mal communiquer là-dessus. Darès va pas mal communiquer là-dessus. Et voilà, notez d'ores et déjà donc, la date et l'heure, 26 mai, 14h Tunis. Et le programme, nous le partagerons très rapidement sur les réseaux, sur la page d'Arès ETN, sur les réseaux également IESMED, et sachant que c'est une opération, une conférence qui est donc co-organisée, je dirais, par IESMED et par le réseau ESMED de nos amis, animés par nos amis espagnols du CPS, et que ça compte avec le soutien de Social Economy Europe, donc l'ensemble de l'économie sociale européenne, et également sur le plan institutionnel de l'Union pour la Méditerranée. Donc c'est bien qu'on soit tous ensemble, je dirais, la famille ESS méditerranéenne ce jour-là au rendez-vous, qu'on ouvre cette fenêtre bleue dans le ciel, je ne sais pas de quelle couleur il sera, ce jour-là à Mannheim en Allemagne, et qu'on puisse se projeter ensemble dans l'avenir. Voilà, donc on est content. Et on est content pour Darès aussi. Et Darès est très contente aussi. Voilà. Merci. Tu n'aurais pas un petit teaser à nous faire sur ton programme, sur le programme préparé? Est-ce que… Bon, écoute, on attend des confirmations. Alors, on attend des confirmations d'un certain nombre d'institutionnels, mais disons qu'on aura un bloc institutionnel en ouverture, où donc, voilà, on est en train de checker, je dirais, qui seront les différents responsables qui nous accueilleront ce jour-là. Nous aurons aussi un bloc de clôture qui sera lui aussi institutionnel, donc avec un certain nombre de messages politiques qui seront diffusés à ce moment-là. Et puis on aura 4 blocs acteurs sur des thématiques particulières qu'on a ciblées. Je vais essayer de m'en souvenir sans avoir le texte sous les yeux. Alors toi-même, Sonia, sera amenée à animer un mini sous-atelier. Mini, pas parce que c'est toi, mais parce que on sera vraiment très très serré au niveau timing sur les écosystèmes d'économie sociale. On aura un sujet sur la finance solidaire où on retrouvera très vraisemblablement 2 têtes connues, l'une Bruno Dinkel de COPMED et l'autre Tamer Emdan, qu'on se lasse jamais de voir et de revoir sur les écrans. On aura un sujet sur l'économie bleue solidaire, dont tu sais que c'est un chantier qui nous tient à cœur, et où on aura l'occasion d'enfoncer un petit peu le clou sur le forum de Sousse du mois d'octobre prochain. Et puis on aura alors c'est pas seulement ou c'est pas vraiment pour tirer la couverture vers tel ou tel sujet. On est en plein dans l'actualité. Je ne sais pas si on a eu l'occasion dans ces émissions de dire que le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État des 27, ils sont 27, oui, je crois qu'on est 27 depuis le départ des Anglais, c'est ça. J'ai toujours le doute de savoir si c'est 28, 27 ou 26. Du 16 avril, donc il y a quoi? Il y a 3 semaines. On est vraiment dans l'actualité. Il y a eu une déclaration donc, de l'ensemble des chefs d'État de l'Union européenne sur l'agenda méditerranéen des prochaines années. Et il y a un point particulier qui cible très précisément l'économie bleue, et dans le même paragraphe qui cible également l'économie sociale. Donc on n'est quand même pas vraiment en décalage avec l'actualité politique en développant ce concept d'économie bleue solidaire. Et puis le dernier bloc qui comptera justement, entre autres, avec la présence de Magued Madani que nous aurons tout à l'heure, avec aussi Jérôme Sadier, président de ESS France. On parlera de politique publique de l'ESS,
Donc, ça va faire quand même au total 6 séquences, 2 institutionnelles, 4 un peu plus orientés acteurs, en 1 heure et demie. Tout ça en anglais. Donc, on va voir comment on se débrouille avec tout ce bazar. Mais on aura de quoi. Je vois Guillaume Chocteau dans un coin dont les yeux sont effarés en pensant que tout cela sera en anglais. Mais c'est comme ça. On est en train d'essayer de trouver des solutions pour que tout un chacun, notamment sur cette région Méditerranée où il y a quand même bien des langues qui sont parlées, rendre tout ça, je dirais, à peu près compréhensible pour tout le monde. Voilà. Grand moment en perspective et qui tracera, je pense, des lignes fortes pour la suite des développements de l'économie sociale et solidaire en Méditerranée. Merci. Ai-je répondu à ta curiosité, Absolument, Sonia? absolument. Toi qui ne savais rien de tout ça. Absolument. Merci. Surtout, je ne savais surtout pas que Darès accueillait justement virtuellement ce sommet. Donc, merci de me l'avoir précisé. Et voilà, transition directe, sans transition, on parlait de Guillaume Chocteau. Je vous propose de faire un petit balayage du programme du Printemps de l'engagement solidaire de la semaine à venir, des semaines à venir d'ailleurs. Est-ce que ça s'affiche pour tout le monde? Ouais, il faut avoir de bons yeux. Voilà, exactement. Tu peux zoomer un peu? Je pense que Feriel pourrait zoomer un tout petit peu. Et donc, jeudi demain, jeudi 6, le focus d'Arès se fera sur le pôle numérique. On parlera transition digitale, on parlera solidarité numérique. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Sonia, bonsoir tout le monde. Guillaume est coopérateur IESMED et référent de notre pôle numérique d'Arès. Que pourrais-tu nous dire de plus de demain, de notre focus du pôle numérique? Alors, l'idée de demain, c'est surtout de voir comment le numérique peut aider au développement économique et au développement des personnes, l'acquisition de compétences, le développement, l'épanouissement des personnes. Donc, on aura une brochette d'intervenants, bien entendu, comme d'habitude, sud et nord de la Méditerranée, qui vont apporter leur expertise sur des grands mots qui s'appellent la médiation numérique ou le coopérativisme de plateforme. Tout ça, il ne faut pas le prendre mal, il faut prendre ça comme un outil supplémentaire pour que l'économie sociale et les pays de la Méditerranée puissent se développer encore plus. Et donc venir avec toute sa curiosité et toutes ses questions. Voilà, c'est ça que j'avais envie de faire passer, ne pas se rebuter au terme de numérique et de tout ce que ça peut entraîner comme fantasme. Dès qu'il est question de fantasme, je me crois obligé d'intervenir. Alors d'abord, pour remercier Guillaume pour le travail important qu'il a fait sur le montage de l'émission de demain, le montage du plateau, parce qu'on a toujours des gens, je crois, en tout cas c'est ce qu'on essaye, on a toujours des gens intéressants. Mais là, demain, c'est vraiment du super niveau dans les domaines respectifs des intervenants que nous aurons. J'ai en tête les noms de Guillaume Thureau, qui dit quelque chose en Tunisie parce qu'il avait été directeur de MEDES à l'époque et il y a conservé de nombreux amis. J'ai celui de Emma Gariani, qui est aussi une figure connue. Elle est tunisienne, elle vit en France, qui est une figure très connue dans l'ESS française. On a Stéphane Veiller, qui est, de mon point de vue, l'un des meilleurs cerveaux de l'ESS actuelle. Donc, on a bien sûr Guillaume Chocteau, dont il ne faut pas oublier que depuis 20 ans, peut-être un peu plus, il est un référent, je dirais, sur ce que j'appellerais presque par boutade le numérique solidaire. Omar Triki, directeur de programme de la Fondation Tunisie pour le développement. Voilà. On a Saïf Dil, qui est responsable de projet mécénat et solidarité numérique chez Orange Tunisie.
Voilà, donc, Donc, on a quand même, et tu fais bien de me compléter et de finir ma phrase, on a vraiment un plateau de très, très, très grande qualité. Et ce sera dommage de n'avoir qu'une heure et demie pour papoter, parce que je pense qu'avec les gens qu'on a, on pourrait y passer la semaine. Donc, On en fera un deuxième. ouais. Et puis on parlera, j'imagine, Guillaume, on parlera quand même du pôle numérique de Darès. Oui, quand même, on bouclera sur cet aspect du pôle numérique de Darès qui s'enrichit et qui existe déjà, et grâce à l'équipe de Darès, que je remercie chaudement et chaleureusement. Super, donc vivement demain. 10h30 heure Tunis, de Oui, 10h30 à midi. Donc, si je fais bien mes calculs, c'est 11h30, 13h tout à fait. à Barcelone et en France, à Nantes. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Et puis, merci Guillaume. Ben, tu restes avec nous et surtout, nous, on papote beaucoup plus sérieusement sur ce sujet-là demain. Oui, avec Voilà. plaisir. Et donc, alors, vendredi 7, donc après-demain, le grand angle sera consacré à ESS et santé. Nous parlerons accès à la santé pour tous avec nos invités, Dr Rafiq Boujdaïria, qui est chef des urgences à l'hôpital Abdrahman Memi à l'Ariana. Madame Christelle Léon, qui est coordinatrice générale de Médecins du Monde Belgique Mission Tunisie. Nous aurons également parmi nous Madame Fanny de Baer de la Fédération nationale de la mutualité française, Monsieur Emilio Piriz, qui est chargé de mission au service de coopération décentralisée de la région PACA, et nous parlerons également, et bien sûr, d'initiatives avec différents acteurs du terrain qui seront présents parmi nous donc, dans le grand angle. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Roderick? Non, je pense pas. Joli plateau sur un sujet qui nous tient très à cœur, hein, et qui tient à cœur de tout le monde. C'est santé et ESS. Hein. C'est en quoi l'économie sociale et solidaire peut offrir des solutions pour améliorer les services de santé, pour améliorer la protection contre la santé publique, hein, en osmose avec le système public de santé. C'est le cas dans beaucoup de pays, sous forme mutuelle, sous forme coopérative. Je dirais la tradition française et belge est plus orientée vers la mutualité, la tradition espagnole ou québécoise est plus orientée vers les coopératives de santé. Donc il y a différentes façons d'approcher le sujet. On en avait parlé déjà lors du tout premier Zoom de Progress à l'époque, c'était le 1er avril de l'année dernière. Et compte tenu du contexte, on avait souhaité, Rafik, c'est pas la première fois qu'on le voit, je pense que ça va être la 3e fois qu'on le voit sur des Zooms qu'on organise, parce que c'est un professionnel de référence en termes médicaux et parce que c'est un homme qui s'intéresse depuis très longtemps à l'économie sociale et solidaire. Donc pour faire, et qui a été longtemps, qu'il est encore d'ailleurs, en y consacrant peut-être un petit peu moins de temps en ce moment, un militant de l'ESS en Tunisie depuis de nombreuses années. Donc voilà, c'est un sujet de réflexion, de la même façon que sur l'éducation, sur d'autres volets qui sont un petit peu les piliers de l'État-providence, dont on sait qu'il est un petit peu fragilisé en ce moment, en Tunisie et ailleurs. La santé, ben voilà, c'est quand même des sujets prioritaires que tout un chacun peut avoir à titre individuel, à titre collectif. Et l'économie sociale et solidaire est extrêmement active et porteuse de solutions dans ce domaine. Alors, comme d'habitude, dans le cadre de Darès, l'idée va être d'essayer de faire avancer la réflexion et puis de faire avancer l'action de façon à ce que acteurs, experts, le moment venu financeurs, apporteurs de contributions intellectuelles diverses puissent produire quelque chose, des stratégies, des actions, bien évidemment
en lien avec la puissance publique pour que l'ESS, dans ce domaine-là aussi, puisse jouer un rôle en Tunisie comme ailleurs. Donc là encore, la liste que tu as donnée tout à l'heure, bon, il y a des gens, il y a des institutions qui ont un prestige, qui ont un poids, qui sont orientées vers l'action, et on a bon espoir de faire partir une dynamique santé flash ESS en Tunisie. C'est déjà le cas dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, d'Afrique équatoriale, où notamment sous l'impulsion de la FNMF, de la MGEN, enfin bon, d'un certain nombre de mutuelles françaises, enfin pas d'un certain nombre, de certaines mutuelles très particulièrement, on fait démarrer des initiatives puissantes. Il y a d'autres réalités bien sûr ailleurs, mais c'est indiscutablement pour les 10 années à venir un des chantiers principaux, en tout cas c'est mon point de vue et c'est ma conviction, pour l'économie sociale et solidaire en Tunisie. On parle souvent de création d'activités, de création d'emplois, de développement inclusif, etc., etc. C'est très bien, c'est un des piliers de la cohésion sociale, mais il y a l'autre pilier de la cohésion sociale qui est de se protéger contre les risques de la vie. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler de façon générale la prévoyance. Alors c'est de l'assurance, c'est de la retraite, c'est des protections chômage, enfin il peut y avoir plein de choses, hein. C'est tout ce qui rentre, je dirais, dans le cadre de la protection de l'individu contre les risques de la vie. Et la santé, de ce point de vue-là, est évidemment, et à plus forte raison en période Covid, quelque chose qui nous touche de très près. Donc on attend aussi beaucoup de ce premier échange public, si je puis dire, sur le sujet. C'est vendredi prochain à 10h30, heure Tunis. Voilà. Soyez nombreux à nous suivez-nous sur la page Facebook. Je pense que ça sera fort intéressant. Et donc, alors le 21, il y a le grand angle. Il sera consacré au plan d'action européen pour l'économie sociale et solidaire. C'est ce qu'on avait prévu. Le 25, ça sera la journée de l'Afrique. Et donc, le grand angle sera consacré à l'Afrique de l'ESS. Et ça sera de 10h30 à 12h, heure locale, heure Tunis. Le 26, comme déjà annoncé donc précédemment par toi, Roderick, Dares accueillera virtuellement la conférence du sommet européen de l'économie sociale et ça sera à 14h, heure Tunis. Bon, la semaine prochaine, nous parlerons également Ville solidaire. La semaine prochaine, ça va être l'Aïd. Donc, exceptionnellement, notre focus Ville solidaire se fera mardi. Donc, voilà. Voilà, vous avez là une vision assez globale qui est presque figée, mais qui n'est peut-être pas encore à 100% de ce que nous avons comme programmation pour le mois prochain. Avec des petits mouvements qu'il va y avoir, Finsol va probablement permuter avec l'agroécologie, on va rajouter des choses dans les trous, notamment au mois de juin, j'ai bien peur pour nous, qu'on soit sur un rythme de 3 émissions par semaine, parce que l'actualité sera riche et que voilà, il ne faudra pas passer à côté. Et que surtout les pôles de Dares commencent leurs activités aussi. Voilà. On part un peu sur la revue de presse. Voilà, donc balayage de l'actualité, revue de presse. Sarah, rebonsoir. Bonsoir, merci. Alors, au niveau de l'actualité ESS en Tunisie, on a l'initiative des dialogues méditerranéennes RomMed 2021 qui annonce la 3e édition du concours du Forum des jeunes des solutions vertes et durables pour l'avenir, promu par l'ISPI, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en collaboration avec la représentation d'Italie auprès de la Commission européenne. Ce concours a pour objectif d'offrir aux jeunes de la région méditerranéenne l'opportunité de présenter des projets innovants visant à faciliter le dialogue et à encourager le développement et la coopération dans la région au sens large. Sarah, qui peut se porter candidat à ce concours? Alors, les Pas toi, Sonia. Oui, enfin, les candidats ils doivent avoir entre 18 et 35 ans et être originaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Comme la langue de travail de la conférence sera l'anglais, ils doivent maîtriser l'anglais.
tout comme Guillaume. Pour plus d'informations, il faut visiter la page officielle du MED 2021 Youth Forum Contest et le délai d'inscription est prévu pour le 31 mai 2021. Et voilà, c'est évident. Le projet... Pas pour vous. Voilà, merci. Merci. Le projet Indimage pour l'inclusion économique et sociale des jeunes et des femmes en Tunisie lance un appel à candidature pour accompagner 27 porteurs de projets innovants en économie verte, bleue et circulaire. Ces projets auront l'opportunité d'accès à un parcours de formation, d'accompagnement et de coaching afin de concrétiser leur ambition entrepreneuriale. Le délai d'inscription est prévu pour le 7 mai. Ah, donc, le mai, c'est après-demain, en fait. Voilà. Et il y a des zones particulières d'intervention pour ce projet? Oui, alors les zones sont le Grand Tunis, sur Manouba, Hamdiya et Rawet, et puis aussi Nebel à Manzel Bouzalfa et Takelsa, et aussi à Bizerte, précisément à Al-Alia et Ras Jbal. Alors, on a un appel à candidature du programme SwitchMed qui a pour objectif le transfert des outils de développement des entreprises vertes de SwitchMed aux partenaires locaux ainsi que le renforcement des services offerts aux entrepreneurs verts, qui lance un appel à candidature au profit des éco-entrepreneurs, des personnes porteuses d'idées de projets économiques à impact écologique ou social. Cet appel à candidature est ouvert aux individus et aux collectifs. Le programme de la formation, c'est quoi? Alors, en fait, le programme de formation, il a pour objectif de travailler de façon pratique l'idée d'entreprise verte proposée par les éco-entrepreneurs sélectionnés. Ils vont pouvoir, à travers ces formations, acquérir les connaissances et les outils nécessaires afin de transformer leur idée innovante en un modèle d'affaires vers Green Business Mode, en améliorant leur durabilité. Les entrepreneurs désirant participer à cet appel à candidature peuvent soumettre leur candidature avant le 31 mai. Alors, SwitchMed, ils sont, c'est un petit peu des anciens, hein, je veux dire, c'est un programme historique sur la Méditerranée, géré d'ailleurs par le CPRAC à Barcelone. Alors, il y a des fonds d'un petit peu tout le monde là-dedans, mais notamment des financements européens. Et ils ont été assez pionniers, je dirais, sur l'entrepreneuriat vert en Méditerranée. Ce sont donc des gens qu'on retrouve et que j'espère qu'on retrouvera plus souvent à l'avenir, aux frontières du vert, qui est de plus en plus peint en bleu, et du social et solidaire. Voilà, c'est un beau projet qui a déjà été renouvelé, je crois, une fois. Et qui fait bien avancer le sujet environnemental et donc de l'entrepreneuriat vert en Méditerranée. Voilà. Et donc, on passe tout de suite aux initiales d'Orido et de la BNA. Alors, à l'occasion du mois de Ramadan, Orido réitère son engagement envers l'éducation en Tunisie et annonce la prise en charge d'un projet visant la mise à disposition de repas sains et équilibrés dans une école primaire à Indraha. Suite à un appel lancé par des activistes de la société et la société civile de la région, Orido a décidé de financer les réparations et les travaux de mise à niveau de l'ensemble des installations de la cuisine de l'école, permettant ainsi la fourniture de repas sains durant et après le mois de Ramadan pour les écoliers de la région. Par ailleurs, la BNA accompagne et parraine de nombreux projets et événements culturels au niveau national et régional dans le cadre de sa démarche citoyenne. La BNA s'était engagée en faveur de la culture à travers l'ouverture de son espace dédié à la culture, à la pensée et aux arts, le théâtre by BNA. Voilà tout pour l'actualité tunisienne. Merci Sarah Aïchek, merci pour ce tour d'horizon sur l'actualité tunisienne et on part tout de suite sur les actualités internationales avec Roderick. Oui, d'accord. Écoute, ça va aller assez vite parce qu'en plus, je vois que notre ami Madani Koumaré vient de nous rejoindre, pour l'instant sans image. Et on va sans trop de transition switcher avec lui. Mannheim, c'est fait. Signaler, aller faire un tour de temps en temps sur leur site, il y a des choses intéressantes que nos amis de Eurix, ils sont basés en Italie, à Trente, c'est presque à la frontière avec l'Autriche, je ne voudrais pas dire de bêtises.
Le 17 juin, ils organisent un 12e atelier international sur la finance coopérative et responsable. Comme tout en ce moment est en ligne, ben ça sera en ligne, hein, il n'y aura pas besoin d'aller dans le nord montagneux de l'Italie. Et c'est quelque chose qui est monté en partenariat avec l'Université de Trente et puis Federcasse, qui est la fédération des banques de crédit coopératif italiennes. Trente, je le dis par parenthèse, est un territoire tout à fait particulier et extraordinairement coopératif dans le nord de l'Italie. C'est vraiment un écosystème à part entière et avec le fait coopératif est dominant, pour ne pas dire monopolistique, quand même pas, dans cette région des confins de l'Italie du Nord. Pas Madani, pardon, j'essaie de le voir, voilà, je ne pense plus qu'à lui, c'était Yvon Poirier, c'était pas très loin, hein, géographiquement oui, mais la semaine dernière nous parlait du fait que, pour lui historique, que le BIT, l'Organisation internationale du travail, avait décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa 110e session, c'est-à-dire l'année prochaine. 110 ans, ça commence à faire beaucoup. Il faut savoir que l'OIT, c'est quand même la doyenne des agences des Nations Unies, puisqu'elle avait été créée après la Première Guerre mondiale. Beaucoup d'autres ont été créées après la Deuxième. L'ESS sera au menu de sa conférence annuelle, et ça, pour tous ceux qui font du plaidoyer, notamment dans les cercles Nations Unies ou internationaux, c'est un moment important, puisque ça n'avait jamais eu lieu jusqu'à présent dans le cadre de cette conférence qui réunit les fameux représentants du tripartisme, gouvernement, syndicats, employeurs, des États qui donc font partie de l'Organisation internationale du travail. Et puis ça nous éloigne un petit peu de l'économie sociale et solidaire, mais le 7 mai, donc dans pas longtemps, le même jour de l'échéance de l'appel à projet dont on parlait tout à l'heure, le 7 mai, c'est après-demain, c'est ça? Voilà. Il y a un sommet social à Porto. Le Portugal préside en ce moment l'Union européenne. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup depuis quelques années le sujet de l'économie sociale et solidaire, qui travaillent beaucoup le sujet social de façon générale. C'est quasiment une exception dans le cadre de l'Union européenne, et c'est l'expérience portugaise que beaucoup suivent avec sympathie. Donc ils organisent un sommet social après-demain, et tout ce qui se passe au Portugal en général est plutôt intéressant à suivre, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme technologique de service pour suivre un petit peu ce qui se raconte là-bas. Il sera question de piliers européens des droits sociaux. C'est l'Europe, ça ne concerne pas forcément directement la Tunisie, mais voilà, ces sujets ne sont pas cantonnés, je dirais, à des territoires donnés. Et dans le monde entier, la question sociale est évidemment une question prioritaire, même si elle n'est pas toujours traitée comme telle. Président Madani. Merci beaucoup. Bonjour. C'est Sonia la patronne, donc c'est elle qui va lancer, qui va ouvrir le feu. Bonsoir, Monsieur Koumaré. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Madame Sonia et puis Roderick et tout le monde. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous à cette heure un peu compliquée de la soirée. Merci d'avoir accepté d'être là. Merci à vous aussi. Merci. Donc, Monsieur Koumaré, vous êtes président du RAES, vous êtes coordinateur aussi du mécanisme de refinancement des institutions de microfinance au Mali. Pouvez-vous nous expliquer exactement ce que c'est le RAES et que sont ces enjeux en 2021? Merci beaucoup, Sonia. Je voudrais juste signaler que le RAES vient du regain d'intérêt du continent pour l'économie sociale et solidaire. Voyez-vous, nous avons été parmi les créateurs du réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire, RIPES, que vous connaissez,
c'était déjà en 2008 par là. Et nous avons été, non, je vais dire 97, 97-98. Donc, nous avons été également les premiers réseaux nationaux à se constituer. Et après, justement, une analyse des lieux, nous avons remarqué que l'État central dans tous les pays avait tous les pouvoirs sur l'économie et que les sociétés civiles n'avaient pas de parcelles. Et donc, les réseautages étaient pour nous une aubaine de pouvoir nous organiser afin de constituer une force de proposition et, bien entendu, tenter de faire également influencer sur les lois, les politiques publiques de développement économique. Et c'est cela qui a expliqué notre mouvement vers le sommet international de l'économie sociale et solidaire en 2009 au Luxembourg. Je pense que certains d'entre vous en ont souvenance. Et c'est du Luxembourg que nous avons pu mobiliser une bonne partie de l'Afrique pour faire valoir la nécessité de se fédérer, donc d'aller en réseau, pour que la voix du continent soit entendue également en matière de développement économique pour des fins sociales, donc l'économie sociale et solidaire. Et nous avons donc décidé… Pour affirmer ça, il faut aller au Luxembourg. Je vais vous dire qu'au Luxembourg, le RIPES était organisé en cette période-là pour réaliser chaque 2 ans des forats intercontinentaux quelque part. Avant Luxembourg, c'était à Dakar. Donc, Dakar, c'était en 2005. Donc, le réseau n'était pas encore créé. Et nous avons travaillé à la mobilisation. Ce n'était pas gagné d'avance parce qu'on ne connaît pas tous les pays. Il fallait ce temps de mobilisation des mouvements dans chaque pays. Et à Dakar, nous avons jeté les jalons et nous avons lancé l'appel au niveau du Luxembourg. Donc, ce n'était pas un sommet luxembourgeois, ni un sommet du RIPES, mais un sommet intercontinental. Et là-bas, à partir du Mali, nous avons mobilisé à peu près 23 pays d'Afrique. Nous avons donc eu l'honneur de réaliser un caucus Afrique là-bas, et au cours duquel nous avons lancé l'idée de mettre en place les réseaux africains d'économie sociale et solidaire. Et je vous apprends que là-bas, le Maroc, qui était avec une délégation très forte, y compris les institutionnels, s'est porté volontaire pour accueillir le siège du réseau. Donc, c'est pour ça que nous avons lancé en octobre 2010 le RES, cette fois-ci avec 17 pays signataires. Et depuis, le réseau est resté au Maroc pendant 7 ans. Il est revenu en Afrique, disons, de l'autre côté de l'Afrique, au Mali, en 2016, chez nous au Mali. Donc, le réseau a vocation, bien entendu, à fédérer les synergies, tous ceux qui travaillent à développer cette autre économie pour le peuple et par le peuple. Et nous avons la stratégie d'aller également dans un partenariat multi-acteurs pour aboutir à cela. Et notre champ d'action, c'est d'agir sur les politiques publiques et les coopérations internationales. Parce que vous savez que ce qu'on appelle le développement, chez nous en Afrique, il part d'abord de la volonté politique, mais il est à 80% accompagné et souvent même réalisé par la coopération internationale. Donc, nous sommes conscients de cette réalité. Nous avons dit qu'il faut s'asseoir, disons, s'appesantir sur la transformation institutionnelle de nos économies d'abord, et puis travailler à l'articulation entre les économies nationales, l'économie continentale et la coopération internationale. Donc, c'est un axe fort de plaidoyer pour nous que d'influencer les politiques publiques à ce qu'elles répondent aux préoccupations socio-économiques dans ce pays-là. Donc, le RES est né de cette volonté de s'associer pour pouvoir influencer les politiques publiques en matière de développement économique, social et culturel. Alors, c'est quoi le bilan politique que vous faites
Je vais vous voyez aujourd'hui, Monsieur le Président, puisque nous sommes à l'antenne. On va faire comme à la télé. Le bilan politique que vous faites de ces dernières années, ça va dans le bon sens, ça va assez vite, ça va trop lentement. C'est quoi les succès et les écueils que vous identifiez dans cette action, je dirais, de structuration et de dynamisation du RAES? Le bilan politique, le premier, c'est d'abord que l'Afrique compte pour l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, nous avons pu avoir en notre actif déjà dans certains pays des politiques publiques en la matière, des législations en la matière et beaucoup de programmes et projets conçus sous l'angle de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Nous avons également été parmi les acteurs principaux à pouvoir lancer la nouvelle dynamique d'alliance internationale autour de l'économie sociale et solidaire. Je veux parler de Pact for Impact que vous connaissez certainement. Et toute l'Afrique qui était présente au lancement en juillet 2019 était mobilisée par l'URAS. Et nous avons également des voix au niveau international. Vous venez parler par exemple de BIT, l'OIT, il y a l'UNRIST, il y a beaucoup d'autres qui connaissent et qui savent qu'il existe une entité qui s'appelle RAES et qui travaille à la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes en partenariat également avec les gouvernements dans nos pays. Voyez-vous, il y a un réseau de chefs de gouvernement, il y a un réseau de ministres en économie sociale et solidaire qui est en gestation avec des leaders pays, des pays leaders, je vais dire. Il y a des réseaux de parlementaires qui sont créés ça et là, et il y a des réseaux d'élus locaux qui sont créés ça et là. C'est pour vous dire, entre autres, qu'il y a du chemin que nous avons parcouru, mais tout cela demande à être mis à l'échelle. Ça, je le reconnais. D'accord. Ça se passe bien de façon générale, la relation avec les gouvernements, enfin les interlocuteurs gouvernementaux. Alors j'imagine qu'il y a autant de réalités que de pays membres du RAES, mais si on peut faire une analyse globale, la relation entre les réseaux de l'ESS et les gouvernements ou les ministères de tutelle, de façon générale, ça se passe plutôt bien, plutôt moyen, plutôt ça dépend? Non, mais vous m'amenez à parler du second aspect de votre première question, les écueils. Il y en a beaucoup, c'est sûr. Mais écoutez, nous sommes la société civile. Nous disons que les populations doivent être résilientes. Nous-mêmes, nous devons être résilients. Vous voyez? Donc, et avec les gouvernements, ce n'est jamais établi d'avance, ce n'est jamais gagné d'avance. Et il y a des soubresauts partout. Donc, il s'agit pour nous, bien entendu, de jouer sur l'effet réseau et de jouer sur les bonnes pratiques, comme je viens de dire, pour convaincre nos vis-à-vis gouvernementaux. Et ce n'est pas facile du tout parce qu'il y a comme un devoir d'éducation à l'économie sociale et solidaire qui s'impose à nous par rapport à ces cibles stratégiques. C'est important, ils ne sont pas forcément de mauvaise foi, mais ils ont besoin de connaître, de savoir et pour s'impliquer. Et nous faisons ce travail-là. Et par endroits, c'est extrêmement difficile. Il y a des pays où il n'y a même pas de dialogue entre les organisations de la société civile, d'économie sociale et solidaire et les gouvernements. Et pas plus tard que le mois dernier, c'est pas loin, j'ai interpellé un ministre gabonais lors du lancement, on va dire, de la relance du Pact for Impact, qui parle de l'économie sociale et solidaire que de manière institutionnelle. Je l'ai interpellé, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites chez vous avec les acteurs de la société civile que je connais? Mais elle ne sait même pas, c'est une dame, excusez-moi, elle ne sait même pas qu'il y a des dynamiques d'économie sociale et solidaire dans son pays. Ça, c'est d'ailleurs ignorer la réalité de nos économies. Parce que la réalité de nos économies en Afrique, c'est l'économie sociale et solidaire. Comment imaginer qu'il puisse ne pas y avoir d'acteurs qui s'occupent de ce terrain-là? Donc, ça, c'est un défi pour nous d'aller vers les institutionnels, leur expliquer ce que nous faisons, mais leur faire comprendre également cette pratique de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai,
nous demandons qu'il y ait des cadres législatifs favorables à l'économie. Nous n'avons pas vocation, nous, à faire des lois. Il y a d'autres qui sont plus spécialisés que nous, qui en ont la vocation. Alors, comment peuvent-ils arriver à cela sans être convaincus? Donc, il y a ce défi, ce challenge qui se pose à nous, mais que nous arrivons à réussir parce que nous avons trouvé la stratégie de faire d'abord le partenariat avec les collectivités territoriales, de proximité. L'économie sociale et solidaire, c'est dans les territoires. Les grands enjeux des territoires, c'est quoi? C'est des problèmes liés à l'autonomisation de la femme, c'est des problèmes liés à l'emploi des jeunes, c'est des problèmes liés à la distribution des denrées de première nécessité. Toutes choses qui se font merveilleusement par les organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà, nous mettons sur la table les bénéfices de cette pratique-là pour convaincre. Et une fois que c'est compris, là, je peux vous dire que ça marche comme sur les roulettes, comme c'est le cas au Mali. Les gouvernementaux sont embarqués, les élus locaux sont embarqués, et les parlementaires sont embarqués. Il y a des réseaux par rapport à tout cela. Et nous sommes une référence en la matière. Il y a même des feuilles de route conjointes pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons pu obtenir également une politique en la matière. Une loi est sur la table. Dans certains pays comme le Cameroun, il y a des lois. Au Sénégal, nous avons pu obtenir un ministère dédié à la microfinance et à l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas rien, ce n'est pas du tout peu. Et vous avez travaillé à faire avancer en Tunisie. La preuve est là. Nous sommes en ligne par rapport à des données, au chantier de l'économie sociale et solidaire que vous êtes en train de développer en Tunisie. Il y a une loi qui a été adoptée là-bas, Djibouti et autres, j'en passe, en Côte d'Ivoire. Donc, il y a du mouvement sur le terrain et les acteurs ont le devoir et l'obligation de pouvoir mettre sur la table des arguments de conviction vis-à-vis institutionnels et politiques. Les difficultés, autre difficulté, c'est bien entendu l'accès au financement. C'est des organisations qui n'ont pas de financement. Et c'est des organisations qui cherchent, dont les membres cherchent à survivre d'ailleurs. Alors, il nous faut imaginer des stratégies de mobilisation des ressources. Et c'est là, on arrive non seulement à faire valoir les intérêts, la valeur et l'importance de la synergie, de la mutualisation, mais également à faire venir autour de la table d'autres partenaires. Et c'est comme ça que le mécanisme de refinancement des institutions de microfinance au Mali a vu le jour. Merci. En quoi un centre comme DARES, qui affiche clairement une identité africaine, hein, je pense que c'est important de le dire, et c'est pour ça qu'on est toujours très heureux de pouvoir partager des réflexions avec vous, parce que on sait que l'argent vient souvent du nord ou de l'ouest, mais la réalité du terrain, elle est africaine. Hein. Et c'est important d'affirmer l'économie sociale et solidaire dans sa dimension africaine. En quoi DARES peut être ou pourrait être utile au RAES? Mais ça, c'est une très bonne question. D'abord, vous conviendrez avec moi que l'Afrique est plurielle. Alors, DARES a une approche plurielle aussi. Donc, c'est déjà gagné, à mon sens, impliquer les vrais acteurs et s'appesantir sur les expériences capitalisées et innover. Je trouve tout ça au niveau de DARES. Et donc, je pense que c'est un véhicule qui va permettre à tout le continent de pouvoir développer les synergies qui existent, de pouvoir peser dans les rapports de force et donc de contribuer positivement au développement économique et social du continent. Là, avec le centre, je pense que tous les pays, tous les Africains qui veulent faire de la recherche, qui veulent innover, de l'innovation sociale, s'entend, et qui veulent également se former, peuvent trouver des ressources à votre niveau plus facilement. Parce qu'il y a comme une convergence des compétences, des faire et des savoir-faire à ce niveau-là. C'est ce que j'ai compris et je pense que DARES, avec toutes les activités déjà réalisées en ligne, prouve qu'elle en a la compétence et elle a également la crédibilité, c'est très important,
puisque si on n'est pas crédible, on ne peut pas mobiliser les gens et on ne peut pas les faire adhérer à sa vision. Voilà ce que je pense de Darès. Et nous sommes acquis à sa cause en Afrique, en tout cas dans tous les pays où le RAS est. Nous serons des ambassadeurs pour parler de Darès et pour mobiliser les gens à s'y impliquer. Sonia. Ravi d'entendre tout ça, Monsieur Koumaré. Et d'ailleurs, je rappellerai, on en a parlé tout à l'heure, mais je le rappelle aussi maintenant que vous êtes avec nous, que Darès et le RAES coopèrent déjà depuis un petit moment, que nous avons quand même travaillé sur une analyse de la loi ESS en Tunisie. Vous avez participé justement à cette analyse. Et donc, voilà. Et puis, d'autres événements sont à venir très, très bientôt. On organise ensemble le Grand Angle du 25 mai qui est dédié à l'Afrique de l'ESS. Donc, c'est avec vous aussi, évidemment, que ce grand angle va se construire. Nous avons également votre participation le 26 mai dans la conférence méditerranéenne, la conférence que nous organisons et qui sera hébergée virtuellement à Darès. Donc, voilà, donc Darès et le RAES ont déjà un petit historique et j'espère auront un grand dans le futur. Oui, j'en suis convaincu. Je m'arrête juste sur deux concepts. J'allais dire, vous parlez de Méditerranée. Vous savez, dans nos pays, quand vous parlez de Méditerranée, on ne pense pas du tout au pays de la Méditerranée. Hein. Vous devinez, Roderick, à quoi nous pensons? Je vais vous le dire, l'immigration clandestine des jeunes. Alors, vous voyez, nous sommes en train de travailler en plein phare sur cette thématique-là. Et nous avons pu démontrer aux décideurs politiques que les jeunes, c'est surtout eux, les femmes, qui vont vers cette immigration hypothétique, ne le font pas par gaieté de cœur, font par quête de perspectives meilleures. Alors, nous disons, en mettant les bonnes pratiques de l'économie sociale et solidaire en échelle dans nos pays, aucun jeune ne va se hasarder à aller dans la Méditerranée pour se donner en bouchée aux poissons ou aux requins. Pas du tout. Et de manière très simple, nous avons démontré, quand un jeune va en Europe par la Méditerranée, je m'exprime en euros, il va débourser au minimum 3 000 €, au minimum. Alors, nous disons l'économie sociale et solidaire, c'est une approche collective. Mettons 5 jeunes ensemble, 3 000 € par 5, ça vous fait déjà 15 000. Mais un fonds qui suffit à faire l'amorçage d'une entreprise, le démarrage d'une entreprise au niveau d'un système de finances solidaires. Voilà des formules que les décideurs comprennent et que prennent. Donc, la Méditerranée, c'est ce que ça nous inspire, mais ça nous a amené à réfléchir sur des solutions et qui sont en train de faire leurs preuves. Deuxièmement, quand vous parlez de la Tunisie où vous êtes, et également, sachez qu'il y a beaucoup de modèles de développement social et économique en Afrique qui sont inspirés du modèle tunisien. Je prends le cas du Mali. La Banque malienne de solidarité, c'est une expérience importée de la Tunisie. Et l'assurance maladie obligatoire, donc je parle ici de la protection sociale, c'est un modèle aussi que nous avons pris au niveau de la Tunisie. Donc, vous voyez déjà qu'en parlant de l'Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient, etc., et qu'il y a déjà de l'échange de bonnes pratiques. Et je pense que le centre doit même faire une recherche spéciale là-dessus, sur ce plan-là. Qu'est-ce qui a déjà été, j'allais dire, dupliqué ailleurs, entre griffes, qui a bien réussi et que l'on peut mettre à l'échelle ailleurs aussi. C'est extrêmement important. L'Afrique plurielle veut se donner la main pour peser dans l'échelle, sur l'échelle continentale, sur l'échelle, disons, internationale. Au niveau de la question, je n'aime pas m'exprimer comme ça, de la lutte contre la pauvreté, au niveau de la lutte contre la Covid, vous avez vu les défis, vous avez vu les insuffisances partout. Les pays dits développés
ont été désemparés, à fortiori, nous, les pays où tout est déstructuré. Donc, nous avons essayé, et nous avons écrit cela à travers toutes nos activités, à faire comprendre aux décideurs africains que l'économie sociale et solidaire, en cette période-là, a prouvé toute sa résilience, a donné des réponses très, très concrètes en matière de riposte contre la COVID, en matière d'accès aux médicaments traditionnels, en matière d'accès aux équipements de lavage de mains, en matière d'accès aux équipements de protection comme les masques, et toutes choses, par ailleurs, qui sont des mines de création d'emplois et de richesses. Donc, c'est du concret. Tout cela demande à être capitalisé et je pense que c'est la dynamique continentale qui est un espace d'expression plurielle qui peut nous permettre de faire l'Afrique de nos rêves, et l'Afrique où l'économie va aux citoyens, où l'économie est vécue par les citoyens, où l'économie profite aux citoyens, où les droits économiques, sociaux et culturels vont être respectés. Et merci. Merci beaucoup, Président. On pourrait en parler des heures et on va avoir l'occasion d'en reparler donc très prochainement, dans 3 semaines, hein, dans le cadre de ce programme spécial qu'on consacrera à l'Afrique de l'ESS. Je pense que pour aujourd'hui, on va en rester là. On a plusieurs rendez-vous. On a au moins 2 rendez-vous qui sont programmés au mois de mai. Je pense qu'il y en aura un petit peu plus. On a beaucoup de choses à se dire et à construire ensemble. Et ce que je peux dire, c'est que ceux qui sommes autour de cette table virtuelle ce soir, nous sommes absolument alignés quant au concept, quant aux ambitions et quant à ce qu'il faut faire et se battre pour sortir de ces sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Sonia, c'est à toi que… Voilà, donc, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Koumaré. Nous avons été vraiment ravis de vous recevoir. Merci pour ce petit moment de partage. À très, très bientôt pour le grand angle du 25, et même plus tôt, d'ailleurs, certainement. Merci à tous. Merci, Guillaume. Merci, Sarah. Merci, Friel de Darès. Merci à l'équipe Darès. Merci, Roderick. Merci à tous nos téléspectateurs, si j'ose dire. Voilà. Nous nous retrouvons donc demain, Inch'Allah, à 10h30 pour le focus d'Arès qui parlera bien sûr du pôle numérique. Voilà. Bonne soirée. Shahia Taïba, enfin tout le monde, voilà. À demain, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonsoir.